Donc maintenant que l'on a vu la mémoire, le composant qui est à la base du fonctionnement de la logique séquentielle, on va pouvoir parler maintenant du graph-set. Graph-set qui est l'outil qui permet de représenter le fonctionnement d'un système en logique séquentielle. Les graph-sets fonctionnant bien sûr grâce aux mémoires composants qu'on vient de voir. Alors le graph-set, ça signifie graphe fonctionnel de commande, étape, transition. C'est un des outils les plus utilisés pour décrire les systèmes automatisés séquentiels. Un graph-set, ça fait quoi? Ça décrit tout simplement l'ordre chronologique des ordres que la partie commande doit envoyer à la partie opérative. L'ordre chronologique, c'est-à-dire c'est avec le temps. Il va d'abord se passer une chose, puis une deuxième chose, puis une troisième chose. On va parler de séquence. Un graph-set, ça décrit la séquence des ordres que la partie commande va envoyer à la partie opérative pour obtenir le fonctionnement souhaité. Alors, on va faire 4 exemples successivement. Premier exemple, vous imaginez une machine de perçage qui en même temps va poinçonner un numéro sur le côté de la pièce. Donc le perçage va s'effectuer grâce à un moteur. Tout ça, ça va être entraîné par un vérin en descendant. Et puis pour poinçonner, c'est pareil, c'est un vérin qui va venir se déplacer vers la droite pour marquer la pièce. Pour faire fonctionner le moteur, on a ici un contacteur. Je vous rappelle, c'est le grand frère d'un relais. Donc la partie commande va envoyer ses ordres ici. On va envoyer du courant ici, ça va commander la bobine qui va fermer ces 3 contacts. Et comme l'énergie arrive ici, 380 volts, hop, ça va faire tourner le moteur. Pour les 2 vérins, donc on a un vérin ici et un autre vérin là. Le préactionneur, c'est ici le distributeur 1D et ici le distributeur 2D. Les distributeurs, c'est en quelque sorte des aiguillages qui vont faire arriver l'air comprimé. L'air comprimé, elle vient d'ici. Voilà, c'est ce composant-là, matérialisé là et là. Ça, c'est la source d'alimentation de l'air comprimé. L'air comprimé va aller soit d'un côté, soit ici, soit au contraire de l'autre. Si l'air comprimé arrive là, ça fait remonter le vérin. Si l'air comprimé arrive au contraire là en haut, ça va faire descendre la tige du vérin. C'est pareil pour celui-ci. Alors le fonctionnement, on va pouvoir décrire ça sous cette forme-là. Donc le point de départ, c'est la pièce est en position et on a appuyé sur le bouton départ cycle. À ce moment-là, on va percer la pièce et en même temps, on va la poinçonner. On verra que dans les systèmes automatisés, on a toujours intérêt à faire 2 choses à la fois. Ça gagne du temps sur le cycle total, sur le temps de traversée, sur le lead time. Ça permet de faire plus de pièces en moins de temps. Donc voilà comment ça se matérialise. On va dire qu'on a l'étape 2 dans laquelle il va y avoir le perçage, l'étape 3 dans laquelle il va y avoir le poinçonnage. Comme on ne sait pas lequel des deux va se terminer en premier, on va dire que quand le perçage est fini, on obtient la fin de perçage, le graph-set va se positionner à l'étape 4 et attendre la fin du poinçonnage. Ou inversement, si le poinçonnage est plus rapide, le graph-set va arriver à l'étape 5 et il va attendre que la branche de 4 ait terminé le perçage. Et lorsque les étapes 5 et 4, 4 et 5 seront actives, à ce moment-là, on va attendre que la pièce soit enlevée. Quand la pièce aura été enlevée, hop, le cycle va pouvoir repartir à l'étape 1. Donc je vous rappelle, le graph-set, c'est ce qu'on avait vu à la fin du module 1304. Vous pouvez d'ailleurs ressortir le dernier chapitre du module 1304 pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, deuxième exemple, le passage à niveau. On vous dit donc le fonctionnement, lorsqu'un train est annoncé, un feu rouge clignotant est allumé. Lorsque le train arrive à proximité du passage, les barrières sont abaissées. Le feu continue à clignoter. Dès que le train est passé, les barrières sont levées, puis le feu rouge est éteint. Voilà, donc là, si on le déroule, le premier événement, c'est le train est annoncé. On allume le feu rouge. Lorsque le train est arrivé à proximité, on ferme les barrières. Lorsque les barrières sont fermées, on va attendre que le train ait fini de passer. Quand le train est passé, on va ouvrir les barrières et éteindre le feu rouge.
Quand les barrières seront ouvertes, hop, le cycle va pouvoir reprendre à son point de départ, voilà, avec l'étape 1. Alors je vous rappelle cette étape 1. Alors peu importe le numéro, je vous rappelle que les numéros des étapes n'ont pas d'importance. La seule limite, c'est qu'il faut pas qu'il y ait 2 étapes qui aient le même numéro. Mais celle-là, j'aurais très bien pu l'appeler 6 ou 12. Voilà. Par contre, donc cette étape-là, elle a un double carré. Elle désigne simplement que le système ici, il est en attente et il va commencer, il va se réveiller entre guillemets, dès que l'événement qui est là en dessous va intervenir. Donc ici, l'événement, vous regardez bien, c'est bien train annoncé. C'est le premier événement qui va, entre guillemets, réveiller le système. Troisième exemple, la vérification du remplissage. Donc vous imaginez que vous avez des bidons qui arrivent sur un premier tapis ici. Ils arrivent là, ils se déplacent par ici. Ils vont rentrer dans une zone là où il y aura un capteur de niveau de remplissage qui va vérifier que le bidon il est suffisamment rempli. S'il est suffisamment rempli, le bidon va aller tout droit vers le poste d'encartonnage. S'il est trop ou pas assez rempli, à ce moment-là, il va aller vers ce que j'ai appelé ici la benne. Avec une palette qui peut être soit à l'horizontale comme ça, soit qui va se mettre à l'oblique pour obliger les pièces à faire ce trajet-là. Donc là, qu'est-ce qui va déclencher le graphe 7, c'est l'arrivée de la pièce ici, donc C1, c'est ce capteur-là, je l'ai mis en abréviation, C1. À ce moment-là, ça va mettre en route le tapis 2, le tapis clair ici, ça le met en route. Et puis là, on a 2 cas de figure. Quand la pièce va arriver devant le capteur de niveau de remplissage, soit le remplissage est OK, soit le remplissage n'est pas OK. Donc, ça se matérialise par cette branche-là. Donc, on appelle ça une divergence en OU. Ensuite, si le remplissage est OK, ça met la palette à l'horizontale pour que le bidon aille tout droit. Au contraire, là, ça va l'incliner comme ceci, pour que le bidon monte vers la benne. Une fois que la palette est horizontale ou que la palette est inclinée, on va attendre que le bidon soit évacué par le capteur, détecté donc par le capteur de présence 3 ou le capteur de présence 2, qui vont nous dire que ça y est, le bidon a été évacué, soit vers le poste d'encartonnage, c'est le capteur 2, soit vers la benne, le capteur 3. À ce moment-là, on peut arrêter le tapis 2 et le cycle peut reprendre. Alors ici, j'ai rien mis parce que ça voudrait dire qu'on ait un capteur qui nous dise que le tapis est arrêté ou pas. Alors, les capteurs, sur un système automatisé, moins on en met, mieux on se porte. Donc c'est pour ça ici, parfois, vous verrez, on va mettre égal 1. Ça veut dire que c'est une condition qui est toujours vraie. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le graphe 7 va demander au tapis de s'arrêter et on va supposer que le tapis s'arrête. Ça évite de mettre un capteur. Quatrième et dernier exemple, le remplissage-bouchage. Donc là, on vous dit si le commutateur marche-arrêt est sur marche, si la séquence de préparation a été effectuée, alors le tapis est avancé d'un cran, puis le remplissage de la deuxième bouteille et le bouchage de la première sont effectués en même temps. Donc vous voyez ici, on va remplir ce que j'ai appelé moi la deuxième bouteille. La bouteille 1, elle est là, la bouteille 2, elle est là. Ça, c'était la bouteille moins 1 et la bouteille moins 2. Puisque les bouteilles se déplacent dans ce sens-là. Donc on va pas s'intéresser aux 2 bouteilles qui sont déjà faites. On va commencer par la bouteille qui vient d'être remplie. C'est ce qu'on a appelé la séquence de préparation. Voilà, donc là, on va faire 2 choses en même temps. Donc le point de départ, on vous le dit, c'est on est sur marche et la séquence de prépa a été effectuée. La séquence remplissage effectuée et marche. On met le tapis en mouvement pour le faire tourner d'un cran. Lorsqu'il est positionné, lorsqu'il s'est tourné d'un cran, il s'est avancé d'un cran, donc c'est le capteur qui est ici, c'est le petit toto qui est là, qui va venir actionner le capteur là, en tournant comme ça, voilà. Donc on aura bien avancé d'un cran. À ce moment-là, on va arrêter le tapis. Une fois que le tapis va être arrêté, on va faire les 2 choses à la fois. Donc là, on va ouvrir l'électrovanne pour que le liquide coule dans la bouteille. Je vous rappelle, une électrovanne, c'est un robinet à commande électrique.
Donc on va ouvrir le robinet, la partie commande va demander au robinet de s'ouvrir, et on a un système de vérin qui va venir pousser le bouchon pour qu'il rentre dans la bouteille numéro 1. Alors, on a affaire à une séquence ici, une divergence en et. On va faire, le système, il va aller à la fois à 4 et à 6. Alors que dans le graph-set précédent, il allait ou dans une branche ou dans l'autre. Là, il va aller dans les deux branches à la fois. Il va commencer les deux branches en même temps. Ensuite, chacune des branches va se dérouler à sa vitesse. Donc là, la bouteille va se remplir. Quand la bouteille va être remplie, on va fermer l'électrovanne. Là, c'est pareil, on va enfoncer le bouchon. Quand le bouchon va être enfoncé, on va remonter le pouce-bouchon. Quand les deux actions ici, 5 et 7, sont terminées, le bouchon est remonté, à ce moment-là, on peut recommencer le cycle, revenir à l'étape 1, l'étape initiale. Et à ce moment-là, on va attendre de nouveau d'appuyer sur marche avec la séquence, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle une divergence, ici, matérialisée ici, on la retrouve ici. C'est une divergence qu'on appelle en et. On a affaire à une double barre, là. Alors que dans une divergence en ou, on met une seule barre. Et dans une divergence en ou, on ira dans une branche ou dans l'autre. Là, on a une divergence en et, double barre, on va dans les deux branches, c'est-à-dire après l'étape 3, le graph-set, il va aller à l'étape 4 et à l'étape 6. On appelle ça une divergence en et. Alors, deux petites pages de vocabulaire pour rappeler un petit peu ce qu'on trouve dans un graph-set. Donc, dans un graph-set, on va trouver des étapes, deux types d'étapes, étape initiale ou étape normale. Alors, on verra que parfois, on met un petit point, c'est ce que j'ai fait juste sur la diapo d'avant, on met un petit point dans une étape, c'est simplement pour dire que l'étape, elle est active à l'instant observé. C'est quand on veut expliquer le fonctionnement, on va dire, voilà, cette étape-là est active, donc on met un petit point dedans. Les actions qui sont associées aux étapes, c'est ce qu'on va trouver, donc l'étape, elle est ici, et les actions, on va les trouver là et là. Donc on peut trouver une action, deux actions, ou 0 éventuellement. En général, une action, on se débrouillera pour l'exprimer par un verbe d'action. On a ouvrir, éteindre. On les trouvera aussi sous forme de mnémonique. C'est-à-dire, c'est voilà, une série de lettres plus simples qui résument l'action. Donc là, ça désigne un vérin. C'est une convention. C'est le vérin 1C plus la tige. On va demander à la tige du vérin 1C de sortir. C'est une convention pour les vérins. On prend le nom du vérin, 1C, puis on met un plus si la tige doit sortir, et on met un moins si la tige doit rentrer. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir des écritures plus courtes. Ce qu'on appelle une transition, c'est ce qui va permettre de passer d'une étape à une autre. Une transition, ça relie toujours deux étapes en descendant. On va toujours passer de l'étape 2 à l'étape 3. Dans un graph set, la lecture se fait toujours en descendant. Les transitions, elles se lisent toujours en descendant. Les réceptivités associées aux transitions. La transition, c'est ce qui permet de passer à l'étape 2 à l'étape 3, mais il y a une condition. On va passer de l'étape 2 à l'étape 3 lorsque le tapis sera positionné. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la réceptivité. Cette réceptivité, elle peut être plus ou moins compliquée. C'est une équation logique avec des ou, des et, des non. Et ça peut faire intervenir l'état de capteur, l'état de temporisateur, l'état de compteur, l'état actif ou inactif d'une autre étape. Voilà. Et tout ça, ça va donner une équation logique, donc avec des ou, avec des et ou avec des non. Je vous rappelle la petite barre. Voilà. Exemple, c'est d par cycle et pas un S0 ou X12 et C supérieur à 5. Donc ça, c'est un bouton poussoir, ça, c'est un capteur, ça, c'est l'étape 12, et ça, c'est un compteur dont la valeur doit être supérieure à 5. Donc vous avez une illustration de ce que je vous ai donné ici. Donc une réceptivité, un exemple d'une réceptivité.